comment des dizaines de milliers d'hommes ont pu traverser l'Europe à pied, armés, chargés et être encore capables de livrer bataille. Comme les légionnaires romains, les grognards de Napoléon avaient un secret, la marche. Et pour cause, la grande armée de Napoléon n'était pas seulement une machine à vaincre sur les champs de bataille. Avant même d'affronter l'ennemi, ces soldats accomplissaient déjà un exploit quotidien, marcher. Marcher toujours, marcher vite, marcher plus loin que les autres. C'était là la véritable arme secrète de l'empereur. Un soldat de Napoléon parcourait en moyenne 25 à 30 km par jour, et ce, chargé de son fusil, de ses cartouches, de son sac, de ses vivres, soit plus de 25 kg sur le dos. Parfois, dans les cas d'urgence, cette cadence montait à près de 40 km. Pour nous, cela représenterait plus d'un marathon quotidien, accompli sur des chemins boueux, des routes de cailloux ou dans la neige. La comparaison avec les autres armées de l'époque montre l'écart colossal. Les Prussiens, réputés pour leur discipline, avançaient en moyenne de 15 à 20 km par jour. Les Autrichiens, souvent plus lourds en artillerie, se traînaient encore davantage. Napoléon, lui, imposait à ses troupes une allure qui doublait presque celle de ses adversaires. Ce n'était pas un détail, c'était la clé de ses victoires. Là où les autres mettaient une semaine pour se regrouper, ces colonnes surgissaient en 3 jours, bouleversant tous les calculs de l'ennemi. Un épisode illustre à merveille cette endurance, la marche forcée du maréchal Davout en octobre 1806. Alors que les Prussiens pensaient avoir pris l'avantage, Davout reçut l'ordre de rejoindre Napoléon en toute hâte. Son 3e corps, environ 27 000 hommes, parcourut près de 120 km en seulement 3 jours. Imaginez 3 jours de marche sans répit, sous la pluie, sur les chemins défoncés, avec des hommes épuisés, mais poussés par la volonté d'arriver à temps. Et ils arrivèrent. À Auerstedt, Davout surprit et écrasa une armée prussienne, pourtant 2 fois plus nombreuse. La victoire fut si éclatante que Napoléon déclara que son maréchal avait remporté la bataille des géants. Cette capacité à avaler les kilomètres impressionnait même les ennemis. Un officier autrichien résuma la situation d'une phrase qui fit le tour des états-majors. Les soldats de Napoléon sont faits de fer. Ce n'était pas une métaphore. Tout semblait leur résister, la fatigue, la faim et le froid. Rien ne semblait pouvoir arrêter leur marche. Mais cette endurance n'était pas gratuite. Elle se payait dans la chair des hommes. Les pieds ensanglantés, les chaussures usées, les corps pliés sous le poids. Des milliers de grognards arrivaient au combat déjà épuisés, parfois fiévreux ou malades. Pourtant, à l'instant où le tambour résonnait et où la voix de l'empereur s'élevait, ils se remettaient debout, prêts à combattre. Ce rythme infernal, qui épuisait autant qu'il galvanisait, explique pourquoi la grande armée semblait toujours surgir là où on ne l'attendait pas. Marcher plus vite que l'ennemi, c'était déjà le vaincre. Et tant que ces soldats acceptaient de souffrir sur la route, Napoléon pouvait espérer gagner sur les champs de bataille. Chaque soldat de la grande armée portait sur lui une petite maison et un fardeau qui pesait comme une malédiction. Le règlement fixait le pactage à environ 25 à 30 kg, mais dans la réalité, ce poids variait souvent à la hausse. Le fusil Charleville, modèle 1777, corrigé en neuf, pesait à lui seul près de 4,5 kg sans la baïonnette, et plus de 5 kg avec. À cela s'ajoutaient 60 cartouches de calibre 17,5 mm dans la giberne, la baïonnette, la gamelle, une partie des ustensiles collectifs, comme la marmite de fer de l'escouade, l'uniforme de rechange, les effets personnels et parfois même un outil de campement ou un morceau de toile de tente, surtout après 1807, à partager avec ses camarades. Dans les mémoires de Coignet, capitaine devenu célèbre pour ses souvenirs de soldats, revient cette phrase « Mon sac me paraissait un rocher ». Elle résume la souffrance quotidienne de milliers d'hommes qui, dès l'aube, devaient se charger de ce fardeau et le traîner sur 20 ou 30 km. Le sac, en toile rude, taillait les épaules, collait sous la sueur et écrasait les reins. Le contenu du sac variait selon la campagne. En Espagne, on y trouvait souvent des vivres supplémentaires, un quignon de pain sec, du lard, des oignons, parfois de l'ail. En Russie, certains y ajoutaient des fourrures ou un manteau improvisé pour se protéger du froid glacial. Mais plus on ajoutait, plus la marche devenait infernale. Beaucoup de soldats faisaient alors un choix cruel, abandonner une chemise, un pantalon, parfois même une partie des rations pour alléger leur marche, ce qui signifiait, le soir venu, dormir dans le froid ou se coucher le ventre vide.
Les grognards avaient aussi leurs astuces. Certains cousaient leur argent directement dans la doublure de leur veste ou dans leurs bottes pour éviter le vol par des camarades ou le pillage des civils. Mais cette précaution rendait les nuits dangereuses. Si l'on se faisait surprendre au bivouac, il fallait littéralement se battre pour sauver sa peau et ses économies. D'autres transportaient des souvenirs minuscules, une médaille religieuse, une mèche de cheveux, une lettre pliée. Ces grammes ajoutés prenaient parfois plus de place dans leur cœur que dans leur sac. L'effet de ce poids sur la cadence était implacable. Un soldat trop chargé ralentissait sa compagnie et l'ordre de marche s'en trouvait perturbé. Les sergents devaient sans cesse exhorter les hommes à tenir le pas et ne pas s'écarter. Dans les marches forcées, il n'était pas rare de voir des colonnes entières jonchées d'objets abandonnés, marmites cabossées, sacs éventrés ou bien même des chaussures trouées laissées au bord du chemin. Dans la Grande Armée, l'estomac était l'ennemi invisible de chaque soldat. Napoléon le savait, lui qui avait coutume de répéter que les armées marchent sur leur ventre. Mais entre la ration prévue par le règlement et la réalité du terrain, il y avait un gouffre. Théoriquement, chaque fantassin devait recevoir chaque jour environ 750 grammes de pain, 250 grammes de viande et un peu de vin. Dans les faits, ce menu restait une fiction. Sur les routes d'Allemagne, d'Italie ou d'Espagne, le pain blanc était un luxe rare. La plupart du temps, les soldats recevaient du pain noir, grossier, parfois à moitié gâté, coupé de son ou de farine médiocre. La viande promise arrivait rarement, trop de difficultés de transport, trop de bêtes abattues en route. On se contentait alors de bouillons maigres, de soupes à peine épaissies par quelques légumes secs. Et bien souvent, les soldats ne recevaient rien du tout pendant plusieurs jours. L'intendance impériale avait mis en place un système impressionnant sur le papier. Des pots de vivres établis le long des routes, boulangeries volantes équipées de fours montés sur roues et des convois de farine escortés par la gendarmerie. Mais la vitesse de marche de Napoléon dépassait presque toujours les capacités de ses services. Quand la Grande Armée avançait à 30 km par jour, les fours à pain ne pouvaient pas suivre. Résultat, les soldats devaient improviser, vivre sur le pays et chercher eux-mêmes ce que l'armée ne leur donnait pas. Dans les campagnes d'Europe centrale, il arrivait que les paysans soient contraints de livrer leurs récoltes, parfois sous la menace. En Espagne, où la guerre fut plus brutale encore, les paysans préféraient brûler leurs greniers plutôt que de les abandonner aux Français. Alors les grognards se rabattaient sur ce qu'ils trouvaient, des raisins verts cueillis à la hâte qui provoquaient de terribles diarrhées, ou des légumes arrachés aux champs, mangés crus et mal digérés. L'anecdote revient dans plusieurs récits, des colonnes entières affaiblies, pliés de douleur, incapables de marcher correctement après avoir abusé de ces fruits trop jeunes. Le vin censé accompagner la ration était encore plus aléatoire. Dans les régions viticoles, les soldats en trouvaient parfois à profusion, ce qui menait à des scènes d'ivresse au bivouac. Mais ailleurs, ils étaient remplacés par de l'eau saumâtre, puisée dans les rivières ou les mares. De nombreux témoignages évoquent des cas de dysenterie, conséquence directe de cette eau impropre. La Russie offrit l'épisode le plus dramatique. À mesure que l'armée avançait vers Moscou, l'intendance s'effondra. Les convois, attaqués par les Cosaques, n'arrivaient plus. Les dépôts avaient été incendiés par les Russes qui pratiquaient la politique de la terre brûlée. Les soldats affamés furent réduits à manger les chevaux abattus par centaines, puis les chiens, les chats et jusqu'au cuir bouilli de leurs harnais et de leurs chaussures. Le comte de Ségur, qui accompagnait Napoléon, raconte que les hommes rongeaient les os jusqu'à la moelle, que certains faisaient tremper le cuir dans l'eau pendant des heures avant de le mâcher pour tromper la faim. Des témoins évoquent même la consommation de cadavres de chevaux encore gelés au bord des routes, découpés à coups de baïonnette. Cette misère n'était pas seulement le fruit de la guerre en Russie. Dans toutes les campagnes, les soldats souffraient de l'écart entre la théorie et la réalité. Le pain promis n'était pas toujours cuit, parfois la farine était distribuée brute et les hommes devaient la mélanger avec de l'eau pour en faire une bouillie. Les fours de campagne, quand ils fonctionnaient, donnaient des miches trop vite préparées, lourdes et mal levées. Elles rassasiaient l'estomac mais laissaient une impression de pierre dans le ventre. Les officiers eux-mêmes ne furent pas épargnés. Poignet, devenu capitaine, raconte qu'il dut souvent partager avec ses hommes des maigres rations qu'il avait obtenues pour éviter de les voir dépérir. D'autres mémoires rapportent que même des maréchaux recevaient du pain noir dur comme du bois qu'il fallait tremper dans la soupe pour l'avaler. La logistique reposait aussi sur le bétail vivant mené à l'arrière des colonnes. Mais ces bœufs et ces moutons s'épuisaient vite.
Souvent, les armées arrivaient sur le champ de bataille avec les animaux trop maigres ou morts d'épuisement, incapables de nourrir des hommes. Alors, les grognards se débrouillaient. Ils pillaient les poulaillers, fouillaient les caves, vidaient les champs et parfois échangeaient leurs rares objets de valeur contre un repas chaud. Et pourtant, malgré cette misère, les soldats savaient tirer parti de la moindre ressource. Avec un quignon de pain noir et quelques morceaux de légumes secs, ils improvisaient une soupe au bivouac. Avec un peu de lard, ils transformaient l'eau boueuse en bouillon nourrissant. Mais ces repas, souvent insuffisants, ne suffisaient pas à effacer l'impression d'une faim constante, celle d'un soldat de la Grande Armée marchant le ventre creux. La marche de la Grande Armée n'était jamais une simple affaire de distance. C'était un combat permanent contre la route et contre la saison. En Allemagne, les pluies diluviennes transformaient les chemins en bourbiers où les chariots s'enlisaient et où les soldats s'enfonçaient jusqu'aux mollets. Les bottes aspiraient la glaise à chaque pas, les affûts d'artillerie restaient plantés dans la boue et les chevaux épuisés s'affaissaient brusquement, incapables de se relever. On poussait, on tirait, on calait les roues avec les planches, on jurait, et chaque kilomètre coûtait 2 fois plus de force que sur une route pavée. En Espagne, c'était la chaleur qui écrasait les colonnes. Le soleil alourdissait les sacs, desséchait les gorges et cuisait la peau sous les tuniques. Les fontaines étaient rares et dans les villages hostiles, jalousement gardés. Beaucoup de soldats buvaient à même les ruisseaux tièdes et les fièvres frappaient ensuite les plus faibles. Les routes pierreuses d'Aragon et de Castille meurtrissaient les pieds. La poussière soulevée par les premières compagnies s'abattait sur les dernières en un rideau opaque qui colmatait la bouche et les yeux. À midi, la file s'étirait sous une chaleur frémissante. Chacun marchait tête baissée au rythme des tambours en comptant mentalement les pas jusqu'au prochain bivouac. La Russie fut le plus terrible. L'été 1812 étouffait déjà les colonnes dans une poussière sans fin. Mais c'est l'hiver qui marqua les mémoires. Le gel transformait les chemins en plaques de verre. Philippe-Paul de Ségur, témoin direct, décrit ces hommes qui glissent comme des pantins, chutent lourdement et se brisent les membres sur le verglas. Les chariots dérapaient dans les fossés, l'artillerie partait en crabe et les chevaux, chaussés à la hâte, perdaient pied. Le vent coupait la figure, les moustaches blanchissaient de givre et la sueur gelait dans le tissu des habits. On avançait par à coups, on se relevait, on retombait, on resserrait l'écharpe autour du visage et l'on repartait. Les fleuves et les rivières ajoutaient leurs propres pièges. Au cœur de la campagne de Saxe, à Leipzig, le 19 octobre 1813, la Grande Armée dut refluer vers la Weiss-Elster. Dans le tumulte de la retraite, un pont saute trop tôt. L'arrière-garde se retrouve piégée dans la ville, la foule afflue vers la rive et des unités se jettent dans l'eau glacée. Des centaines d'hommes disparaissent dans le courant et Joseph Poniatowski, promu maréchal la veille, tente de franchir la rivière à cheval avant d'être emporté. Ce n'est pas la crue qui tue ce jour-là, mais la panique et la destruction prématurée du seul passage encore praticable. Depuis ses premières campagnes, Napoléon savait ce qu'un pont pouvait décider. Arcole, novembre 1796, pour bousculer l'ennemi au-delà de l'Alpone, on jette des pontons, on lutte sur une digue étroite, on tente des passages de fortune sous le feu. Les images restent célèbres. L'élan de la tourbe et la fumée masquent une réalité d'ingénieurs et de charpentiers en lutte contre l'eau. En l'occurrence celle des pontonniers tirant des câbles, assujettissant des bateaux, posant des travées et réparant sans cesse ce que les balles et les courants défont. Partout, les mêmes gestes obstinés revenaient, encore et encore. Lorsqu'un geste se creusait sous la pluie, on jetait des fascines pour le durcir. Quand un guet menaçait d'emporter les hommes, on démontait les granges alentours pour plancher le passage. Si une rivière barrait la route, on abattait des arbres et l'on façonnait des madriers. Et quand un pont cédait, l'artillerie passait pièce par pièce, portée à bras d'hommes. Dans la boue, il fallait aussi tirer les caissons par la bride et hisser les bêtes qui s'enlisaient jusqu'au ventre. Avec l'hiver, d'autres calculs s'imposaient. Au premier gel, on mesurait la portance de la glace avant d'y risquer un bataillon. Au premier dégel, on se précipitait vers les rivières, car un pont de fortune pouvait s'effondrer en quelques heures. Le ciel était scruté sans relâche, les nuages annonçaient les pluies, le sol était sondé du talon pour juger s'il tiendrait, et l'eau était évaluée à sa couleur pour deviner la force du courant. Ainsi la journée ne se mesurait pas en lieues parcourues, mais en obstacles franchis.
Dans la Grande Armée, rien n'était laissé au hasard. La marche n'était pas une foule désordonnée de soldats, mais une mécanique parfaitement réglée. Les colonnes pouvaient s'étirer sur plusieurs kilomètres, serpentant à travers les plaines, franchissant les villages, avançant comme un seul corps. En tête se trouvaient les éclaireurs, cavaliers légers, chargés de reconnaître la route, d'alerter en cas d'embuscade et de balayer les maraudeurs ennemis. Derrière eux venaient les régiments d'infanterie, serrés les uns contre les autres, chaque bataillon aligné selon un ordre strict. Puis suivait l'artillerie, lourde et lente, traînant ses canons et ses caissons de munitions. Enfin, fermaient la marche les bagages, chariots, convois de vivres, ambulances et trains des équipages. Ce déploiement n'était pas une simple formalité, mais une question de survie. Mal disposée, une colonne pouvait se retrouver coupée en deux, exposée à une attaque ou incapable de manœuvrer. Napoléon le savait mieux que quiconque. Lui-même, à cheval, inspectait souvent les colonnes en marche. On le voyait surgir le long d'un régiment, son bicorne enfoncé sur la tête, son manteau gris battant au vent. Les soldats le saluaient en silence ou lançaient des « Vive l'empereur » qu'il accueillait d'un signe bref. Mais derrière ces gestes simples se cachait une exigence redoutable. Chaque soldat devait rester à sa place. Chaque officier devait maintenir son unité en ordre. Un régiment qui se disloquait était un régiment qui arrivait en retard au combat. Pour maintenir cette discipline, on utilisait le langage sonore de l'armée, tambour et clairon. Le roulement du tambour réglait le pas, annonçait les haltes, rappelait à l'ordre ceux qui s'écartaient. Le clairon, quant à lui, porté par la cavalerie et l'artillerie, transmettait à distance les commandements essentiels. Sans ces signaux, une colonne de plusieurs kilomètres aurait vite sombré dans le chaos. Les témoins rapportent que même dans la nuit, au milieu de la boue et de la pluie, on entendait encore ces sons résonner, rythme obstiné qui empêchait la marche de se briser. Mais l'ordre de marche n'était pas figé. Napoléon adaptait la disposition des colonnes en fonction du terrain et de l'ennemi. Quand il fallait surprendre l'adversaire, il divisait son armée en plusieurs corps, marchant sur des routes parallèles, capables de se rejoindre rapidement en un point choisi. Cette souplesse inédite à l'époque permettait de concentrer les forces au dernier moment sans perdre de vitesse. Les maréchaux conduisaient chacun leur corps, mais l'ensemble restait tenu par une main invisible, celle de l'empereur, qui savait où et quand toutes ces colonnes devaient converger. L'exemple le plus frappant fut celui de la campagne de 1805. Partie de la Manche, la Grande Armée parcourut près de 1500 km en 3 mois pour atteindre la Moravie. Une telle distance aurait dû épuiser et disperser les troupes. Pourtant, à l'approche d'Austerlitz, le 2 décembre, Napoléon parvint à disposer ses colonnes avec une précision remarquable. Les corps arrivés de directions différentes se rejoignirent au moment exact pour former une ligne de bataille cohérente. L'ennemi, persuadé d'avoir affaire à une armée épuisée et mal rassemblée, se retrouva face à une force intacte, parfaitement ordonnée, prête à frapper. On a souvent dit que l'art de Napoléon résidait dans ses batailles, mais ses victoires étaient déjà en germe dans l'ordre de ses marches. La marche de la Grande Armée n'était pas seulement une épreuve physique, c'était aussi une expérience collective, un monde sonore et culturel qui soudait les hommes entre eux. Les longues colonnes avançaient au rythme des tambours, mais elles avançaient aussi au son des voix. Les chants militaires retentissaient dans les plaines, portés par des centaines de gorges. Le plus célèbre restait le chant du départ, composé sous la Révolution et adopté comme hymne officiel de l'Empire. On y scandait la gloire, le sacrifice et la victoire promise. Mais dans les bivouacs, comme en marche, d'autres refrains circulaient plus populaires, comme par exemple « La victoire est à nous », chanson de marche héritée des guerres révolutionnaires que les régiments reprenaient encore comme un cri d'espoir et d'orgueil. Ces chants n'étaient pas seulement une distraction, ils donnaient la cadence, soutenaient le pas et effaçaient la fatigue. Un refrain lancé par une compagnie pouvait se propager sur toute une colonne, chaque bataillon reprenant en chœur les mêmes paroles, comme si la voix collective remplaçait l'énergie manquante. Parfois, le chant montait soudain, couvrant le bruit des bottes et des sabots, emplissant la campagne d'une clameur qui impressionnait les habitants et les ennemis. Mais l'univers sonore des marches ne se limitait pas aux chants officiels. L'humour de soldats se déployait aussi dans les colonnes. Les grognards, avec leur ironie mordante, donnaient des surnoms à leurs officiers, imitaient leurs travers et se moquaient de leurs ordres.
Les chansons paillardes, circulaires, grivoises, triviales, souvent inventées sur le moment. Ces couplets faisaient rire les hommes, soudaient les compagnies et transformaient l'ennui d'une étape en farce partagée. Les jeunes conscrits s'y initiaient vite et l'on savait que même au cœur de la fatigue, le rire gardait un régiment debout. Cette liberté de ton ne s'arrêtait pas devant Napoléon lui-même. Les soldats marmonnaient volontiers contre lui, l'accusant d'imposer des marches impossibles, de les priver de repos et de vivre. Ces plaintes donnèrent naissance à leur surnom, les grognards. Un jour, on rapporta à l'empereur que ces vétérans se plaignaient encore. Sa réponse fit date, « Laissez-les grogner, ce sont mes braves ». Par cette formule, il reconnaissait à ses hommes le droit de critiquer, tout en affirmant la fidélité indéfectible qui les liait à lui. Le lien affectif entre Napoléon et ses soldats ne tenait pas seulement à la gloire et aux victoires. Il se construisait aussi dans les petites scènes du quotidien. L'empereur passait parfois dans les bivouacs, descendait de cheval, s'asseyait près d'un feu, acceptait un morceau de pain ou un bol de soupe, demandait à un grenadier d'où il venait et combien d'enfants il avait laissé au village. Ces instants rares mais marquants circulaient ensuite dans les rangs comme des anecdotes précieuses. Ainsi les grognards avançaient jour après jour avec des pieds en lambeaux. Leurs chaussures en cuir clouté s'usaient en quelques semaines à peine. Les semelles se décollaient, l'eau s'infiltrait et les ampoules finissaient par se transformer en plaies ouvertes. Beaucoup de soldats préféraient alors jeter leurs souliers déchirés et marcher pieds nus. On voyait ces colonnes, ou des files entières, avancer la plante noircie, tailladée par les pierres, mais sans jamais quitter le rang. Le poids du sac ajoutait à cette douleur. 25 à 30 kilos écrasaient les épaules, tiraient sur les reins et courbaient les dos. Les bretelles en toile entaillaient la chair et chaque halte se transformait en supplice. Certains soldats avaient besoin d'aide pour se relever. La sueur, la poussière, le frottement constant de l'uniforme provoquaient des irritations et des plaies. Les hommes improvisaient des remèdes, mettaient des chiffons sous les bretelles, mais rien ne durait. Le repos du bivouac n'apportait pas vraiment de soulagement. On dormait à même le sol, souvent dans l'humidité, enveloppé dans un manteau trop fin. Les maladies circulaient vite. La plus redoutée restait la dysenterie, provoquée par l'eau sale et la nourriture mal cuite. Des colonnes entières ralentissaient à cause d'hommes forcés de quitter les rangs, épuisés, incapables de tenir debout. Le typhus et la fièvre typhoïde frappaient aussi, surtout dans les grandes concentrations de soldats, transformant les bivouacs en foyers de maladies. En Espagne, ces souffrances étaient encore plus fortes. La chaleur écrasait les colonnes, les guerrieros harcelaient les arrières et la faim rongeait les hommes. Le découragement poussait beaucoup à la désertion. Des conscrits trop jeunes ou des vétérans épuisés quittaient la colonne et se cachaient dans les collines. Mais la gendarmerie impériale veillait. Elle traquait ces fuyards, les ramenait de force et parfois en exécutait quelques-uns pour l'exemple, devant les régiments rassemblés. Les visages disaient tout. Les yeux cernés, les joues creusées, les barbes épaisses donnaient aux colonnes l'aspect d'une armée déjà brisée par la marche. Et pourtant, les grognards avançaient toujours. Ils liaient leurs pieds avec des chiffons, réparaient leurs souliers avec du cuir arraché au harnais et se soutenaient entre camarades. Malgré la douleur, la maladie, mais également la peur d'être laissés derrière, ils continuaient à marcher encore et encore. En septembre 1805, la Grande Armée reçoit enfin l'ordre qu'elle attend depuis des mois. Les soldats campés sur les côtes de la Manche, face à l'Angleterre, abandonnent l'idée d'une invasion maritime et pivotent vers l'Est. L'empereur sait que l'Autriche vient de franchir la frontière bavaroise et qu'une armée ennemie manœuvre autour de Ulm. Il faut la devancer avant que les Russes n'arrivent. Alors, au lieu d'embarquer, la Grande Armée se met en marche. Avec près de 200 000 hommes, organisés en 7 corps, tous capables de vivre, marcher et combattre séparément, puis de se concentrer en un point. Commence alors l'une des marches les plus spectaculaires de l'histoire militaire. De septembre à début décembre 1805, les colonnes couvrent environ 1300 à 1500 km selon les itinéraires, soit plus de 20 km par jour en moyenne. Ce n'est pas seulement la distance, mais la vitesse et la coordination. Chaque corps suit sa route, converge quand l'ordre tombe, puis repart sans rompre la cohésion générale. La traversée du Rhin donne la mesure de ce tempo. Les premiers franchissements ont lieu le 25 septembre et au 27 septembre, les corps principaux ont passé le fleuve sur plusieurs points grâce à des ouvrages rapides.
en 2 à 4 jours selon les colonnes. Le fleuve est derrière eux, l'effet de surprise est total. Côté autrichien, on attendait plusieurs semaines de délai. À la place, la masse française déborde le dispositif par des marches forcées. L'opération prend l'allure d'une manœuvre d'encerclement. Les villages souabes voient défiler des files de fantassins couverts de poussière, des attelages d'artillerie qui carottent, la cavalerie légère qui file en avant pour reconnaître et couper les routes. Les bivouacs s'allument le soir et au matin tout repart comme une vague qui ne cesse d'avancer. À Ulm, le général Karl Marx comprend trop tard qu'il est pris au piège. Entre le 16 et le 20 octobre, son armée isolée et coupée des Russes dépose les armes. Environ 60 000 hommes capitulent. La coalition perd en quelques jours son pivot en Allemagne. Napoléon ne relâche pas la pression. Les colonnes repartent aussitôt vers l'Inn et le Danube, avalant les lieux à une allure que l'intendance peine à suivre. Les pontonniers jettent des passages. Les chariots se remettent en ligne et les avant-gardes poussent toujours plus à l'est. L'objectif est clair, Vienne. Là encore, la vitesse décide. Quand les Français arrivent devant la capitale, la défense est hésitante. Le 13 novembre 1805, les troupes de l'avant-garde s'emparent du pont du Tabor par la ruse et entrent dans la ville sans bataille majeure. Les ateliers, les arsenaux et les dépôts tombent intacts. Mais la campagne n'est pas terminée. Les Russes de Kutuzov se replient vers le nord-est, espérant gagner du temps pour rallier des renforts. La grande armée, toujours en mouvement, franchit la Morava, s'avance en Moravie et prend ses points d'appui. Les corps arrivent de directions différentes, puis se rassemblent au dernier moment, comme prévu depuis Paris, puis Strasbourg, quand Napoléon a déclenché la marche sur le Rhin et fixé les jalons du calendrier. Le terrain choisi se trouve près d'un bourg au nom discret, Austerlitz. Au matin du 2 décembre 1805, les divisions se déploient sur le dispositif prévu. Après 3 mois de marche continue, depuis la Manche, l'armée se présente en ordre, encore manœuvrière, prête à saisir l'instant. Mais l'ennemi, persuadé d'affronter une force exténuée, découvre au contraire une masse cohérente, rythmée par les mêmes tambours qu'au départ, capable d'enlever le plateau de Pratzen et de briser le centre adverse. La campagne qui a commencé sur les plages venteuses de la Manche atteint son point culminant près de Brünn par la victoire d'Austerlitz. L'Espagne fut pour la Grande Armée une épreuve permanente, non seulement face à l'ennemi régulier, mais surtout à cause du pays lui-même. Les routes étaient presque impraticables. Dans les montagnes de Castille ou les plaines brûlées d'Aragon, les chemins pierreux déchiraient les chaussures et brisaient les roues des caissons. La pluie transformait les sentiers en torrents boueux et la chaleur écrasante de l'été faisait suffoquer les colonnes. Les soldats écrivaient dans leurs lettres que marcher en Espagne revenait à affronter un terrain qui ne pardonnait rien. À cette difficulté du sol s'ajoutait la guerre invisible des guerrieros. Ces combattants surgissaient d'un vallon ou d'un bois, attaquaient un convoi, abattaient un cavalier isolé, puis disparaissaient aussitôt. Chaque village pouvait devenir une embuscade. Un témoin résume l'ambiance d'une formule amère: chaque village est un ennemi. Tant l'habitant qui la veille avait tendu un bol d'eau pouvait le lendemain guider une bande de partisans. Les colonnes françaises avançaient donc en se méfiant de chaque carrefour, de chaque colline, de chaque grange. Les sentinelles étaient doublées et les convois escortés comme s'ils devaient franchir un champ de bataille. La marche vers Madrid à l'automne 1808 illustre cette dureté. Après la victoire de Gamonal, près de Burgos, le 10 novembre 1808, et l'entrée en Vieille Castille, les troupes progressèrent vers la capitale. Mais les chemins de la Meseta, secs le jour et glacés la nuit, épuisaient les hommes. Les vivres manquaient. Les soldats se nourrissaient d'un peu de pain noir, parfois d'olives et d'oignons arrachés aux champs. L'épuisement était tel que des files de traînards suivaient à distance la colonne principale, incapables de tenir le rythme. Lorsque l'armée atteignit Madrid début décembre 1808, la ville capitule le 4 décembre. Elle avait l'allure d'une force victorieuse mais exténuée, marquée par des semaines de marche à travers un pays hostile. Les témoignages des survivants parlent moins des batailles que de ce harcèlement incessant. On évoque des canons figés dans la boue des montagnes, des convois de blessés versant dans les ravins et des chevaux rendus fous par la soif. Et cette phrase, rapportée par un officier français, résume le sentiment général. L'Espagne nous tua plus par ses pierres que par ses hommes. La guerre ne se jouait pas seulement contre un ennemi en armes, mais contre un pays tout entier, ses reliefs et ses habitants. La retraite de Russie reste la marche la plus terrible jamais imposée par la Grande Armée.
Après la prise de Moscou en septembre 1812, Napoléon espère une paix rapide, mais la ville incendiée ne peut servir de base et l'empereur doit ordonner la retraite en octobre. Ce mouvement, censé ramener l'armée vers l'ouest avant l'hiver, se transforme en un calvaire sans précédent. Les colonnes quittent Moscou, fortes encore de près de 100 000 hommes. Elles en compteront à peine une poignée à la frontière. Dès le départ, le froid s'abat sur les soldats. Les températures plongent à -20, parfois -30 degrés. Les manteaux manquent, les bottes se fondent et les doigts gèlent sur les fusils. Les chevaux s'écroulent par milliers, incapables de supporter la faim et la glace. Les caissons s'immobilisent dans la neige et les canons sont abandonnés au bord des chemins. La route est jonchée de débris, de cadavres d'animaux et d'hommes incapables de se relever. Les témoins rapportent des scènes d'effroi. Des soldats épuisés s'endorment près d'un feu et se réveillent figés dans la glace. D'autres meurent debout, gelés, en gardant l'attitude de la veille, comme des statues grotesques plantées autour des bivouacs. On raconte que des files passent devant ces silhouettes rigides sans même s'arrêter, habitués à voir chaque jour de nouveaux morts. Le feu, source de survie, devient un piège. Ceux qui s'approchent trop près s'endorment pour toujours, foudroyés par le froid dès que la flamme faiblit. Philippe-Paul de Ségur, officier présent lors de la retraite, a laissé des pages saisissantes. Il décrit ces colonnes silencieuses avançant dans la neige, sans chant ni tambour. Les hommes ne parlent plus, écrasés par la fatigue et le froid. Ils ressemblent à des spectres, les yeux creux, la barbe couverte de givre et les uniformes en lambeaux. À travers les steppes gelées, la Grande Armée ne ressemble plus à l'armée invincible qui a triomphé à Austerlitz ou Iéna, mais à une procession de fantômes. La faim dévore les survivants, les magasins de vivres sont vides, les convois perdus ou détruits. On se nourrit de viande de cheval quand on trouve une carcasse, parfois même à demi gelée. Des soldats font bouillir du cuir pour tromper la faim. D'autres fouillent les maisons abandonnées, ramassant quelques pommes de terre, une poignée de farine, n'importe quoi qui puisse encore donner de l'énergie. La dysenterie frappe, la fièvre emporte les plus faibles et la colonne s'amenuise jour après jour. Les Cosaques ajoutent à la terreur. Rapides, insaisissables, ils harcèlent l'arrière-garde, enlèvent des isolés et coupent des groupes entiers. Les survivants avancent la tête baissée, guettant les lances qui surgissent au détour d'un bois. L'armée russe, commandée par Koutouzov, suit à distance, laissant le froid, la faim et les partisans faire leur œuvre. Puis vient l'épisode de la Bérésina en novembre 1812. Cette rivière glacée barre la route de la retraite. Derrière, les Russes serrent l'étau. Devant, le cours d'eau, gonflé par un redout et encombré de glace, menace d'engloutir les derniers survivants. Napoléon ordonne la construction de ponts de fortune. Les pontonniers, travaillant dans l'eau glacée, meurent par dizaines, mais parviennent à jeter 2 passerelles à Studienka. Alors commence une marche et un combat désespéré. Des colonnes entières s'entassent sur les berges, cherchant à franchir au plus vite. Sous le feu de l'ennemi, les soldats, les blessés, les civils et les chevaux se pressent sur les ponts qui craquent sous leur poids. Beaucoup tombent dans l'eau noire et disparaissent sous les glaçons. Du 26 au 28 novembre 1812, la Grande Armée se bat et franchit la Bérésina. Les ponts sont détruits le 29 au matin pour retarder les Russes. Napoléon réussit à sauver une partie de ses troupes, mais le prix est terrible. Les pertes se comptent par dizaines de milliers. Ceux qui parviennent de l'autre côté poursuivent leur marche vers l'ouest, dans la neige et le silence. Les grognards avaient leur propre langue, un mélange de jurons, de proverbes et de chants qui accompagnaient chaque marche et chaque bivouac. Le plus courant de leurs jurons, lancés à tout propos, restait ce sacré nom de Dieu, qui ponctuait les conversations, signe d'impatience autant que d'exaspération. Dans la boue comme dans la poussière, les colonnes résonnaient de ce langage cru, partagé par les vétérans comme par les jeunes conscrits qui s'initiaient vite. Certaines formules circulaient de régiment en régiment, comme ce dicton souvent répété « bivouac de misère, victoire assurée ». On le lançait à haute voix, comme pour se convaincre que la souffrance de la nuit était la promesse d'un succès au matin. Ce langage formait une culture commune, presque un code secret entre hommes de guerre. Dans les bivouacs, autour des feux, les soldats ponctuaient leurs récits de jurons sonores, mélange de rire et de colère. Le matin, quand les tambours sonnaient le départ, un mot d'esprit ou une phrase grossière pouvait relancer la marche, arracher un sourire aux compagnies fatiguées. Ces mots souvent banals ou outranciers faisaient partie de la discipline invisible qui maintenait la cohésion malgré les marches forcées et le poids du pactage.
Mais comme on l'a vu, rien ne soudait autant les colonnes que les chants. Sur les longues routes, la voix des soldats remplaçait la cadence imposée par les tambours. On reprenait en chœur des refrains nés sous la Révolution, parfois adaptés, parfois improvisés. Certains couplets racontaient les campagnes passées, d'autres se moquaient des officiers, d'autres encore promettaient la gloire ou raillaient l'ennemi. Ces chants n'étaient pas seulement une distraction, ils devenaient une arme psychologique. Ils maintenaient le pas, couvraient la fatigue et rappelaient à chacun qu'il faisait partie d'un corps plus grand que lui. La veille de la bataille de Wagram, en juillet 1809, il est rapporté que des colonnes françaises, marchant vers le champ de bataille, entonnèrent des chants à pleine voix. Malgré la chaleur et la poussière, les soldats reprenaient des refrains martiaux en avançant vers le combat. Ces chants résonnaient dans l'attente, donnant l'impression à tous d'appartenir à une armée invincible. Les grognards savaient que leurs mots et leurs chants avaient un pouvoir. Les jurons donnaient de la force, les proverbes entretenaient l'esprit et les refrains portaient les colonnes. Durant les longues marches, ces cris et ces voix étaient des armes invisibles, aussi nécessaires que le fusil ou le canon. Les marches de la Grande Armée ne sont pas seulement des épisodes de campagne, elles sont devenues une part de la légende napoléonienne. Elles ont frappé les contemporains par leur vitesse, leur régularité et par la manière dont elles décidaient souvent de la victoire avant même la bataille. À Ulm, à Austerlitz, à Iéna, ce n'est pas seulement le feu des canons qui surprit l'ennemi, mais la capacité de milliers d'hommes à parcourir en quelques jours ce que d'autres armées mettaient des semaines à franchir. L'image d'une troupe qui avançait sans répit, disciplinée malgré la fatigue, a marqué les esprits autant que les victoires elles-mêmes. Si ces marches sont restées dans l'histoire, c'est aussi parce qu'elles dépassaient le cadre de leur temps. Les armées du XIXe siècle avaient encore des rythmes de campagne lents, dépendant des vivres et des convois. Napoléon bouleversa cette logique en faisant de la rapidité un outil stratégique. Comparé à d'autres armées, même beaucoup plus modernes, la performance reste impressionnante. Pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple, les divisions allemandes motorisées parcouraient des distances plus longues, mais grâce aux camions et aux blindés. Les fantassins, eux, restaient limités à 20 ou 25 km par jour, exactement ce que faisaient déjà les soldats de Napoléon, mais à pied et chargés d'un sac de 30 kg. Cet héritage est double, militaire parce qu'il a montré qu'une armée pouvait obtenir un avantage décisif par la marche seule, en arrivant avant l'ennemi, en le contournant et en l'épuisant. Humain parce que ces marches ont forgé une culture de l'endurance et de la discipline. Les anciens disaient que c'était l'école de la souffrance. Le grognard apprenait à serrer les dents, à marcher malgré les ampoules, la faim ou le froid. Cette école forgeait une solidarité unique entre les hommes qui savaient que leur survie dépendait de la cohésion du groupe. Des décennies plus tard, au retour des cendres de Napoléon en 1840, un vieux vétéran interrogé sur son passé expliqua que son plus grand souvenir n'était pas une bataille, ni même une victoire éclatante. Ce qui restait pour lui, c'était la marche avec l'empereur. Une simple phrase qui résume mieux que n'importe quelle statistique l'héritage de ces campagnes. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Si elle vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à faire un don sur Tipeee ou à utiliser le bouton merci de YouTube. Dans tous les cas, merci pour votre soutien et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'histoire.